Le rôle de facilitation, c'est de trouver des passerelles entre les différentes positions des uns et des autres, des pays, mais également des groupes régionaux et politiques pour rapprocher leurs positions initiales. Le facilitateur n'a pas vocation de faire des propositions en son nom, mais il a comme mission d'entreprendre les efforts nécessaires pour rapprocher les positions, pour trouver des compromis et pour trouver des espaces de rencontre et de convergence. C'est ce que j'ai essayé de faire dans les différentes réunions que j'ai tenues, aussi bien officieuses que officieuses, ainsi que dans mes entretiens bilatéraux avec un certain nombre de pays, de coordonnateurs des groupes. Dans la première réunion, j'ai présenté un package de compromis. Ce package de compromis se base sur les différentes discussions que nous avons eues durant 3 réunions informelles et 3 réunions informelles, plus les consultations. Et ce package de compromis, c'était le medium position. Ça veut dire que je n'ai rien créé de ma part, j'ai juste essayé de trouver la position médiane entre les positions consolidées parce que après la série de consultations, s'est dégagé en quelque sorte 2 blocs de positions. Et dans cette réunion du 11, c'était le package du facilitateur pour ne pas rester bloqué parce que je me suis rendu compte que tout simplement il n'y avait plus de possibilité de progresser vers les convergences. Alors j'ai essayé en quelque sorte de provoquer ces convergences tout en expliquant aux uns et aux autres que ces positions médianes c'était le win-win, que pour certains points un groupe va avoir satisfaction alors que l'autre va peut-être pas apprécier à 100% et que l'autre groupe va se retrouver dans d'autres points. Donc c'était des positions de compromis qui, dans l'ensemble, reflétaient en quelque sorte des positions médianes sur toutes les questions qui ont été posées. Et au terme de cette présentation, j'ai donné aux délégations un délai d'une dizaine de jours pour, en quelque sorte, recueillir leurs réactions. Ce que nous avons fait le 21 janvier. Et lors de cette réunion, nous avons enregistré les réactions des uns et des autres. Et il y a un certain nombre de pays, de groupes qui ont exprimé leur appui à certains compromis, exprimé leur, je ne dirais pas des réserves, mais l'attente de voir comment l'évolution des négociations va se poursuivre pour le reste des clusters. Mais dans l'ensemble, il n'y avait pas d'opposition catégorique affichée, mais c'était une ouverture, une souplesse, sans toutefois se prononcer définitivement, parce que aussi bien les uns que les autres ne veulent pas traiter de l'UPR séparément, mais veulent l'intégrer dans un processus ou un package d'ensemble en ce qui concerne les 5 clusters afin de négocier en quelque sorte. Ils sont dans une position de négociation, mais à aucun moment je n'ai ressenti une position d'opposition, de refus ou de retrait. Tout le monde s'est accordé d'ailleurs à souligner que l'UPR est le cluster où il y avait eu le maximum de convergence, de progrès vers des compromis et que, en principe, tout s'arrangera au terme des négociations dès que les uns et les autres sauront qu'est-ce qu'ils vont, entre parenthèses, perdre dans les autres clusters ou bien gagner, mais c'est un bargaining process qui va commencer. Mais personnellement, je reste optimiste parce que les enjeux de l'UPR sont très importants, surtout en termes d'impact sur la situation des droits de l'homme sur le terrain. Et là, aucune délégation, aucun groupe, ni régional ni politique, ne serait disposé à assumer la responsabilité de bloquer des propositions qui sont de nature à améliorer, à défendre et à promouvoir le respect des droits de l'homme partout dans le monde, grâce au processus de l'UPR.
Je dois reconnaître que toutes les questions ont été discutées âprement, bien sûr, à part les principes généraux qui guident le processus de l'UPR, où il y avait une convergence et un consensus dès le départ, mais les autres questions, ce qui concerne le processus lui-même, l'examen, ou bien le follow-up, le suivi, toutes ces questions en détail ont été examinées. Mais s'il y a, je peux dire, la thématique la plus discutée, primo, c'était la durée du cycle. Secondo, c'était le gap entre les deux cycles. Tertio, c'était la périodicité. C'était également les recommandations, comment les formuler, comment les recommandations acceptées, refusées. Il y avait également la question de la mise en œuvre. Qu'est-ce qui peut être fait pour aider les pays en développement? Et là également, il y a eu longue discussion sur un plan de mise en œuvre des recommandations acceptées et surtout la question de l'assistance technique et la mise à niveau institutionnelle en faveur des pays en voie de développement, surtout les PMA et les pays insulaires, particulièrement dans le Pacifique. Donc c'est autant de questions qui sont reliées parce que l'une impacte l'autre et ils ont été discutés dans un esprit très constructif et jamais dans un esprit confrontationnel. Il y avait la question de la documentation, particulièrement au niveau des documents préparés par l'Office de la Haut-Commissaire. Moi j'estime que mon rôle en tant que facilitateur s'est achevé le 21 janvier. J'ai remis au président les dispositions écrites des compromis que j'ai proposés. Bien sûr, je reste maintenant dans l'ombre. C'est le président qui va prendre le relais à la fin, à partir de demain. Il aura reçu les contributions de tous les facilitateurs et c'est lui qui va se les approprier pour les soumettre au pays et commencer une série de consultations pour parvenir à un accord général sur l'ensemble du processus de révision du Conseil des droits de l'homme. Bien sûr, les facilitateurs seront tout le temps à côté du président pour pouvoir apporter des éclaircissements, donner des explications. Il peut également les charger de prendre son relais pour un certain nombre de points pour les clarifier avec les délégations et les groupes. Mais nous serons en quelque sorte le back-office intellectuel du président pour mieux défendre les propositions qui ont été présentées par les 5 facilitateurs et le coordonnateur. En principe, la seconde réunion du groupe de travail sur la révision du Conseil sera pour finaliser et adopter les packages concernant les 5 clusters. Le président a d'ailleurs décidé, pour se donner le maximum de temps de consultation, de médiation dans la mesure du possible, à fractionner cette session du groupe. Il ne va pas être continu, mais il va être, c'est-à-dire tenir une réunion et se donner 2 ou 3 jours pour poursuivre les consultations. Le deuxième jour se tiendra après, c'est-à-dire on a espacé chaque jour afin de donner au président, aux délégations, au groupe le temps de se concerter, de dialoguer et de parvenir à des compromis acceptables. Ce ne serait pas une session de rédaction, ni une session de négociation, mais une session de concertation, de dialogue, de recherche de compromis sur tous les points qui ont été abordés par les différents facilitateurs du processus de révision. Tout le monde espère que nous allons pouvoir terminer ce processus
lors de cette seconde réunion afin de donner les résultats de ce procédé de la révision au Conseil des droits de l'homme pour son adoption. Car tout report ou retard dans l'accord sur les différents packages risque d'avoir un impact sur la suite du processus parce que ça va retarder en quelque sorte jusqu'à juin, juillet, août, qu'à Dieu ne plaise, et certaines dispositions, par exemple, je prends l'UPR, qui sont les directives, l'ajustement des directives, travail de la haut-commissaire, le bureau de la haut-commissaire sur la documentation, ils doivent être finalisés en quelque sorte au mois de septembre. Or, nous avons besoin d'adopter le document lors de mars prochain. Ça va ouvrir la voie à un travail que je dirais dans la sérénité constructive pour parvenir au texte sur l'ajustement des directives ainsi que le respect du gap entre les deux sessions parce que normalement on devrait, à partir du mois de septembre, un certain nombre de choses devraient déjà être prêtes. Et si nous ne terminons pas notre travail en février pour être validé et adopté par le Conseil des droits de l'homme en mars, eh bien, tout cet édifice, cette architecture, en termes de temps, risque d'être compromise avec des conséquences sur la suite du processus et également le commencement du deuxième cycle.